Frédéric Lagny, bonjour. Bonjour Lucie. Frédéric, tu es le dirigeant PDG de la SS2I Pentalogue. Alors Pentalogue, c'est une société qui est installée dans la région orléanaise, qui est relativement connue, qui aujourd'hui a bientôt 20 ans. Pentalogue, c'est une SS2I qui travaille sur différents secteurs d'activité, qui a différentes expertises métiers et dont la spécificité, c'est d'avoir son siège en France, mais surtout avoir ouvert des agences en Europe de l'Est et même au Vietnam. Donc aujourd'hui, le groupe fait 700 collaborateurs, dont près de 400 en Roumanie, c'est ça ? Ouais, on est dans une forme de mondialisation assumée, décomplexée. Voilà. Alors, le choix de Pentalogue, ça n'a pas été de créer des postes de développeurs en France pour ensuite fermer, pour ouvrir là-bas. Ça a été d'ouvrir une agence d'abord à Brasov, en Roumanie, et de développer ensuite l'ouverture d'autres agences. Ouais. Donc on ne peut pas parler de délocalisation chez vous. Non, on peut pas. C'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'en fait, finalement, d'abord, on ne vend pas qu'en France. La France, c'est à peu près 50% de notre chiffre d'affaires, c'est quand même assez important à préciser. Et la France est impliquée finalement dans presque tous les dossiers de production, puisqu'en France, nous avons de la direction de projet qui, elle, est transversale et s'applique à tous les projets. Donc nous avons finalement de la production sur des dossiers offshore qui est en France. Donc c'est déjà un petit peu paradoxal. Et certains auraient pu imaginer que c'était pas du tout comme ça. Non, globalement, nos ressources françaises travaillent sur pratiquement tous les projets. Alors certes, ils sont peu nombreux. On est à 5% de l'effectif qui est en France, mais qui par contre s'investit sur tous les projets. Alors, une question qui brûle un peu les lèvres de tout le monde, parce qu'aujourd'hui, l'offshore, développer, produire à l'extérieur des frontières hexagonales, ça reste mal vu. La presse, généralement, tire à boulet de rouge sur ce type de pratique. Quelle est aujourd'hui, selon toi, la difficulté quand on veut développer un offshore? Quelles sont les mauvaises pratiques que d'autres SS2I installées directement là-bas ou des SS2I françaises qui ont ouvert des succursales là peuvent pratiquer? Il y a plein de réponses, il y a pas mal de réponses qu'on peut donner à ta question. Je ne sais pas si ta question elle est orientée vers le fait de les mauvaises pratiques d'un point de vue organisation, méthode de projet, ou si tu me parles de ce qui est pas beau, pas bien, qu'il ne faut pas faire. Naturellement, on va parler des deux. La question organisationnelle, on se dit... Pas qu'on se dit, mais plutôt les médias ont tendance, ou dans l'esprit commun, on pense qu'ils sont moins bons. Donc déjà, il y a cette question-là, la question de la compétence. Non, rapidement, ça n'a aucun sens. Je vais essayer de répondre très rapidement sur le volet organisation. Finalement, de plus en plus, les très grands projets sont dans ces pays qui étaient jugés tiers il n'y a pas très longtemps. Et ceux qui étaient jugés tiers des grands projets sont en train de devenir les pays principaux. Et c'est parfaitement naturel. Quand tu as des plateaux qui peuvent atteindre de 10 à quelques centaines de personnes, évidemment que les conducteurs de ces projets deviennent des spécialistes de la production logicielle de grande envergure. Et cette production logicielle de très grande envergure, en revanche, progressivement, on la trouve de moins en moins dans les pays de l'Ouest. Donc finalement, dans les pays de l'Ouest, on devient très très bon sur le métier, sur la couche business, et je ne vais pas dire de moins en moins, mais en tout cas, on est vraiment de plus en plus fort dans les pays, dans les pays à bas coût pour tout ce qui est de la conduite de très grandes opérations. Et sur la couche technique, il n'est pas étonnant du tout qu'ils deviennent absolument excellents. Après tout ce temps et tous ces immenses projets, c'est parfaitement normal. Alors, tu as prononcé à bas coût. Ouais. Aujourd'hui, des dirigeants du web, des chefs d'industrie vont encore prononcer à demi-mot, voire ils vont même le cacher, qu'ils développent en offshore, même en nearshore, parce que c'est mal vu de dire, voilà, on sous-paye des gens. Est-ce que ça aussi, c'est toujours une réalité ? Des gens qui refusent de le dire. Oui, on a quelques clients qui de temps en temps refusent qu'on utilise leur nom, mais nos clients sont plutôt très cool. Ils savent que ça fait partie de que la transparence fait partie de la manière de vivre de Pentalogue et de sa façon de faire du business. Donc globalement, nous, ils nous le demandent pas. Mais par contre, oui, beaucoup de boîtes, même en dehors de nos clients, le cachent, veulent pas reconnaître le recours qu'elles font à l'offshore. J'en vois tous les jours où je sais parfaitement qu'ils travaillent en offshore lourdement et qui, du bout des lèvres, disent oui, on en a un tout petit peu. Voilà, bon, ça existe. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on paye toujours au lance-pierre ? Tout est relatif, si tu veux, parce que finalement, dans tous ces pays-là, il y a un standard de vie. Moi, ce que j'ai toujours vu dans tous les pays émergents où j'ai été, c'est que l'IT offshore, je ne vais pas parler des call centers, ce n'est pas un domaine que je connais bien, mais l'IT offshore, partout, participe à l'élévation du niveau de vie. Local, hein ? Oui, local. Permet d'utiliser les ressources, d'avoir des projets
qui n'existeraient pas dans l'économie locale parce qu'elle n'est pas encore suffisamment développée, et donc vont permettre de localiser dans ce pays des gens qui ont fait leurs études dans ce pays plutôt que de partir travailler en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, au Canada, et enrichir ces pays-là. Donc du point de vue... l'offshore a été une vraie nécessité pour développer de vraies filières IT dans ces pays-là qui en avaient bien besoin. Je veux dire, ça, je soutiendrai cet argument. Donc là, on parle du niveau de salaire. Pantalog a ouvert sa première agence en 98, ouais, non, mais attends, 99. Voilà, oui, Voilà. ok. Ouais. Depuis, les salaires ont augmenté. C'est un bon exemple. Chez nous, on est passé, si tu veux, je pense que le niveau de salaire de l'époque, le niveau de salaire moyen de l'époque, en 99, décembre 99, quand nous sommes arrivés, par rapport à maintenant, donc 12-13 ans plus tard, le niveau de salaire a été multiplié par 10. Il est évident que c'est pas du tout comme ça en France. Oui, je pense que tu trouverais des grandeurs de ce type-là. Il y a peut-être des pays où ça va être 6 et des pays où ça va être 12 ou 15. Je pense que si tu prenais la Chine, il est probable qu'on ait multiplié par presque 15. Dans les pays où on est principalement implanté en Roumanie depuis longtemps, oui, on est à peu près 10 fois. Donc j'ai cru comprendre qu'en parallèle de l'augmentation des salaires, il y avait aussi une recrudescence du manque de financement de la fiscalité autour de l'emploi, parce qu'en Roumanie, en Moldavie, dans les pays de l'Est, l'impôt est prélevé à la source. Ouais. Est-ce que les SS2I françaises installées là-bas, ou est-ce que les SS2I locales, en montant les salaires, continuent de payer finalement les charges qui sont afférentes? Et là, je vais te répondre sur plusieurs points. Il y a beaucoup de boîtes qui, en arrivant, des boîtes occidentales, qui en arrivant dans les pays offshore, croient qu'elles vont tout payer 3 francs 6 sous, qu'il n'y a pas de charge, qu'il n'y a pas de charge sociale, que les gens ne coûtent rien, que le management ne coûte rien, que les mètres carrés ne coûtent rien, etc. etc. C'est souvent ceux-là les pires. C'est souvent ceux qui arrivent à la base qui se disent comment on va mettre ça en coût prélevé, comment on va exploiter tout ça. C'est vraiment très mauvaise chose à faire, parce qu'en fait, en règle générale, maintenant, dans les pays offshore, il y a une économie IT qui est bien réglée, avec des acteurs carrés, mais c'est vrai qu'il continue à exister soit des nouveaux entrants, soit des petites sociétés, soit de grandes sociétés, parfois, j'en connais quelques-unes, qui ne payent pas leur charge sociale, qui ne payent pas les impôts payés à la source, qui développent un certain nombre de mauvaises pratiques. Mais ce que je voulais ajouter tout à l'heure, parce que tu m'as quand même lancé sur les salaires, disons qu'en règle générale, tu as dans l'IT un niveau de salaire qui, à mon sens, quand je prends tous les pays où on est implanté, en moyenne, le niveau de salaire moyen dans l'IT par rapport au niveau de salaire moyen du pays, tu peux multiplier par 4 à 5. Ah, c'est tant que ça, voilà. J'aurais dit plus 20%. Donc tu as des gens qui ont un vrai bon niveau de vie local. Dans le cas des ingénieurs roumains, un truc que je vais te dire qui est très très amusant, tu dis à un ingénieur roumain qui va gagner 36 000 € brut à Paris ou 38 000 € brut à Paris, il commence à faire ses calculs. Et là, parce que comme tu disais, là-bas, il négocie un salaire net. Donc quelqu'un qui a un salaire net qui va être selon son niveau d'expérience, entre 1 000 et 2 000 € net par mois dans ce pays-là, quand il commence à faire son calcul côté français, il s'aperçoit rapidement que son niveau de vie risque bien d'être plus faible en France que dans ce pays-là. Parce que dans son pays, effectivement, on parle impôts payés, quand on parle de net. Là, il va falloir attendre le passage au net. Il va falloir payer même des impôts locaux auxquels il n'avait pas pensé, et alors qu'il n'y en a pas dans son pays, etc., etc. Les impôts locaux, par exemple, n'existent pas en Roumanie, ils n'existent que pour les propriétaires. Il n'y a que du foncier. J'ai rencontré un développeur roumain à qui j'ai essayé d'avoir la réponse à la question de combien il touche. Il voulait pas m'en parler, surtout pas en caméra. Et j'ai fini par lui tirer le verre du nez. Il m'a expliqué que c'était un montant qui était indécent, tellement c'était élevé par rapport au reste des personnes qu'il connaît. Et on n'était pas plus de 2 000 €, on était bien en dessous. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, sur des montants qui peuvent paraître relativement faible en France, le niveau de vie est très différent quand on est là-bas. Le niveau de vie n'est pas du tout le même. Parlons vraiment de la partie fiscalité. Donc on a parlé de la fiscalité liée au salaire, aux charges sociales. Vis-à-vis des entreprises, comment ça se passe ? Alors ça dépend des pays, bien entendu. Chacun a ses propres pratiques. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a toujours, on trouve toujours pratiquement des charges sociales et des impôts prélevés à la source. Dans tous les pays où nous sommes implantés, c'est comme ça, et des charges patronales, bien entendu aussi. Donc l'entreprise qui veut aller développer offshore et qui veut créer des unités offshore a tout intérêt, même si elle n'est que client, à
s'enquérir de tout ça, parce qu'en fait, même celui qui est client d'une société prestataire, c'est intéressant pour lui de savoir quel est le type de charge qui s'exerce sur l'entreprise et les équipes qui vont travailler pour lui. Complètement, c'est pour ça que c'est important que tu le dises. Voilà, il y a les charges sociales, les charges patronales comme en France. À peu près pareil. Mais attention, il y a également l'impôt qui est prélevé à la source. Alors, est-ce que les clients français que tu rencontres dans le cadre d'un démarchage pour leur Français et allemands, d'autres pays, allemands, suisses, belges, etc. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'ils te posent la question? Jamais. Jamais un client ne me pose la question du volume de charge, etc. Le client vient que chercher un prix. Il a tort. Il a bien souvent tort, parce qu'en ne cherchant qu'un prix, justement, ça l'empêche de faire la différence entre des qualités d'offres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un client, il nous arrive régulièrement d'être en concurrence contre une autre société roumaine, une autre société moldave, ça nous arrive, oui, naturellement. une autre société vietnamienne. Chez Pentalog, vu notre taille, il est évident qu'on ne peut pas s'amuser à faire à mettre de côté à ne pas payer nos charges sociales, patronales ou l'impôt sur le revenu. Beaucoup ont encore la tentation de le faire et le font. Donc c'est souvent des petites sociétés, c'est parfois des plus grosses. Et dans ce cas-là, que se passe-t-il? Il y a souvent les gens de cette entreprise peuvent parfois le vivre mal. Comme ça, c'est assez tentant, ça permet de faire monter leur niveau de salaire réel. Mais par exemple, tous ceux qui vont vouloir acheter un appartement, qui vont aller chez le banquier, qui vont vouloir emprunter, ils vont arriver, montrez-moi votre bulletin de salaire. 250 €? Non, voilà, comment il va pouvoir emprunter, voilà. Oui, c'est la même question quand on travaille au black en France. Oui, sans compter que ça, c'est une société potentiellement fragile, parce que qui dit fraude dit contrôle possible, effondrement de la société, on en a déjà vu, dit corruption, parce que souvent pour rester dans cette situation-là, il faut corrompre. Et beaucoup de clients qui ne s'interrogent pas sur tout ce cycle-là, ces bonnes ou mauvaises pratiques, en faisant l'impasse là-dessus, ils risquent d'acheter des risques. Donc là, on parle je suis désolé de la formule, mais voilà. On parle de fraude fiscale, sociale. Est-ce que le travail au noir existe aussi dans l'IT en offshore? Partiellement. C'est pas du noir à 100%, c'est de la non-déclaration. D'accord. Alors je t'explique comment ça marche. Je paye quelqu'un au salaire minimum. Le salaire minimum dans ces pays, c'est de 100 à 250 € par exemple. Et puis tout le reste, je vais le faire passer par un autre pays, qui va être par exemple un paradis fiscal. C'est très amusant quand parfois tu t'aperçois que des sociétés de l'ex-URSS, qui donc appartiennent à des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, trouvent un paradis fiscal européen pour payer leurs gens. C'est très amusant. C'est-à-dire qu'on aurait imaginé des sociétés de l'Union européenne faisant appel à d'ex-pays de l'Est, d'ex-pays de l'Union soviétique pour blanchir de l'argent, mais là c'est le contraire. C'est-à-dire que concrètement, dans notre job, Malte, Chypre, sont de vrais... en fait, les gens reçoivent des mandats postaux depuis Chypre, qui peuvent être de l'argent liquide qui leur arrive dans les poches depuis Chypre ou depuis Malte. Qui sont ces clients qui ferment les yeux? Les clients qui ferment les yeux, je pourrais te donner quelques noms hors caméra, mais non, moi j'en connais dans le domaine, j'en connais un à coup sûr qui sait très très bien, qui achète les prestations d'une grande équipe. Qui le sait, dans un pays de l'ex-URSS. Qui assume complètement cette situation. Je pense qu'il y a un manque à gagner pour les autorités locales de plusieurs centaines de milliers d'euros par an sur ce seul dossier. Et ça dure depuis des années. Ils le savent, et c'est une très très belle institution. C'est français? C'est international. Oh, c'est encore mieux. Ouais. Dernière question sur les conditions de travail. Parce qu'on imagine encore... Je connais le nom, mais je ne connais pas la nationalité. Voilà. Je ne connais pas la nationalité exacte des capitaux, tu sais, ça fait partie de ces boîtes, tu ne sais pas qui la détient exactement. Ouais. Conditions de travail, on imagine que ce soit en Inde ou en Chine ou pourquoi pas dans les pays de l'Est, des usines à développeurs, c'est des grands open space gigantesques où ils ont à peine un écran, un clavier et ils doivent développer. C'est comme ça chez vous? Non, c'est pas du tout comme ça. L'organisation de travail chez nous est pas du tout la manière indienne où on voit les gens en rang là. C'est terrible. Indienne ou chinoise. Au Vietnam, ça a été difficile de les empêcher de travailler comme ça. Ah, parce que finalement, c'est presque culturel. C'est-à-dire que quand dans toutes les boîtes tu fais comme ça, les personnes que tu recrutes, quand ils arrivent chez toi, ils ont envie de mettre les tables comme ça. Et il a fallu... il a fallu un peu forcer tout le monde à se regarder, mais en les forçant à se voir entre eux, etc. Effectivement, comme c'était pas du tout habituel, dans un premier temps, on a fait chuter notre productivité.
parce que quelqu'un que tu vois, tu lui parles. Et donc nous-mêmes étions habitués à maîtriser ça, et nos collaborateurs en Europe de l'Est de la même manière. Et là-bas, il a fallu apprendre. Voilà. Mais par contre, on a tenu à insister, et c'est toujours comme ça que ça se passe Et à ça partir du Vietnam. ça marche bien? Aujourd'hui, oui, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs, oui, tout à fait. Ouais, on est à peu près, c'est un peu la Boétie, un discours sur la servitude volontaire. On a habitué que c'était comme ça, on peut pas imaginer que c'est différemment. Mais c'est pas toujours, en Europe de l'Est par exemple, c'est pas toujours le cas. Ils ont pas toujours de l'espace, des conditions de travail plutôt agréables. En Europe de l'Est, je t'assure que les conditions de travail sont très souvent assez semblables à celles que tu trouverais en Europe de l'Ouest. Tu sais, va voir dans quelques immeubles parisiens où avec le prix du mètre carré, etc. Non, mais sincèrement, je pense que tu verras des situations pires à Paris qu'en Europe de l'Est. Donc finalement, ça c'est pas un sujet... Il y a des sociétés, des très petites sociétés qu'on appelle en Europe de l'Est les sociétés d'appartements. Où là, oui, tu trouveras n'importe quoi, mais tu trouveras n'importe quoi aussi. Là encore, il y a des risques très élevés que les clients prennent parfois. Ils ont un seul accès Internet, il n'y a pas d'onduleur, il n'y a pas de protection des données, il y a... Voilà, ils transfèrent des données non cryptées, tout existe dans la matière. On est sur de la sécurité vis-à-vis du client, on n'est pas sur la considération du développeur en tant que personne humaine. Oui, mais j'ai pas compris ta question. En fait, là, je venais simplement compléter ta réponse. C'est-à-dire que toi, quand je te demande est-ce que ça existe encore de travailler chez soi, quasiment, quand on est développeur dans les pays de l'Est, tu me parles, oui, de la sécurité des données pour le client. Je t'ai parlé des sociétés d'appartements. Des sociétés d'appartements. Et ce que j'ai voulu dire en parlant de ça, c'est que là, parfois, les conditions n'étaient pas bonnes, y compris pour le collaborateur. Donc il faut attendre qu'on soit hors caméra pour que j'ai des noms ? Non, mais ça aurait pas d'intérêt, parce que c'est plein de très petites sociétés qui diront rien à personne. Non, je veux dire pour ceux qui ont tendance à fermer les yeux. Oui, mais je veux pas te balancer des noms comme ça. Et ça décrédibilise pas un petit peu le métier de développeur en offshore ? Je crois pas, parce que d'un autre côté, derrière cette image-là, il y a une image qui est très positive aussi. Et le fait que des sociétés comme Pentalog et comme beaucoup d'autres, et je peux te donner des noms en caméra aussi, ont très très bien travaillé, on fait un boulot fantastique. Je veux dire, moi j'ai plusieurs fois discuté avec le patron d'un de mes gros concurrents dans la zone Roumanie-Moldavie. Et ce que je peux t'assurer, c'est qu'on partage la même vision sur le fait, nous par exemple, nous voulons, lui comme moi, payer nos charges sociales. C'est-à-dire que nous considérons que pour que nos gens soient bien, il faut qu'ils aient nos charges sociales ou les impôts. Pour que nos gens soient bien, il faut qu'ils aient des systèmes sanitaires, il faut qu'ils aient des écoles pour leurs gamins, il faut que leurs parents aient un accès aux soins, à une retraite, etc., etc. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays d'ex-URSS en particulier. Ça s'est passé un petit peu en Roumanie, un peu moins, mais dans l'ex-URSS beaucoup plus. C'est l'exode. C'est l'exode. Et pour beaucoup, l'exode des gens que ces écoles qui ont été formés par des efforts locaux. Et c'est-à-dire que quand tu vois on avait fait ensemble un plateau sur la Tunisie. C'est exactement l'exemple tunisien où former ces jeunes Tunisiens est un effort considérable qui est fait dans un pays pauvre. Un effort financier. Envoyer des milliers de personnes dans des SS2I parisiennes. C'est terrible. C'est pas payé par le système français. Voilà. Merci Fred. De rien, c'était un vrai plaisir. À bientôt. À bientôt.